Cela fait plus de 2 ans que Gaza est détruite, que des civils sont bombardés, affamés, déplacés. Plus de 2 ans que des experts de l'ONU, des juristes et des médecins parlent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et désormais de génocide. Et pourtant, 2 ans plus tard, une question reste taboue dans de nombreux médias. Comment un génocide a-t-il pu se dérouler sous les yeux du monde entier, sans sanction immédiate, sans rupture diplomatique majeure? Cette émission est un retour sur une année 2025 d'images, de paroles, de silence et surtout une tentative de comprendre juridiquement et politiquement ce qui s'est joué. Et avec nous aujourd'hui, Yohann Soufi, spécialiste du droit pénal international. Il a travaillé à Gaza, au sein de l'UNRWA et aujourd'hui aux Nations Unies. Bonjour Yohann Soufi. Bonjour Amina. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va démarrer cette émission avec la résistance civile, la désobéissance et le mépris médiatique. On a reçu, justement, en juillet dernier, on a rencontré Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne au Parlement européen, après son retour de la Flouti pour Gaza. Ça a été une initiative qui a été mise en place par une partie de la société civile qui a refusé, justement, l'impuissance face à l'inaction des puissants. Pourtant, celle-ci a été tournée en dérision par une partie des médias. On écoute. Je crois qu'il y a aussi cette dynamique de désobéissance, c'est-à-dire de désespoir en fait aussi, parce que moi j'entends que cette action ait pu être perçue comme complètement désespérée, mais ce qui est désespéré et désespérant, c'est ce que font les dirigeants européens d'abord. C'est d'abord ça. Et donc pour moi il y a... Ce que Raphaël Pitié a très bien dit, c'est que face au génocide, la seule réponse possible, c'est la désobéissance. Et donc pour moi, il y a un moment où il faut embrasser toutes les actions qui consistent à dénoncer ce qui se passe et surtout faire sa part. Moi, je l'ai vraiment vu, j'ai compris très vite qu'on n'allait pas faire des miracles, j'ai compris très vite qu'on avait de fortes chances d'être intercepté, voire même d'être attaqué. On a été formés pour ça dès le début, aux différents scénarios. Et t'as eu peur ou... Non, je me suis refusée à avoir peur. Fondamentalement, je n'ai pas peur d'Israël, ni de... Je ne sais pas si c'est lié à mon vécu et aussi à l'éducation que j'ai. Je suis très fière devant eux. Enfin, c'est la posture et le sentiment que j'ai, en tout cas, de mon retour de la détention et de notre interception. J'ai le sentiment, quand je suis confrontée à eux, d'être du bon côté de l'histoire, et ça, c'est ce qui compte en réalité. Alors, on l'a vu dans la vidéo, Rima Hassan parle justement d'un basculement, donc quand le droit international est piétiné et que les institutions restent inertes, on a l'impression un peu que la désobéissance civile, c'est... En fait, ce qui devient un peu une forme de résistance légitime, c'est ce qu'elle nous explique dans son propos. Alors, d'un point de vue juridique, peut-être, Yohann Soufi, à partir de quand la désobéissance civile cesse justement d'être une transgression pour devenir plutôt un acte de défense du droit ? Oui, c'est effectivement une notion complexe parce que par définition de la désobéissance civile, c'est un acte illégal au regard du droit national. Or, ce qui en fait toute la symbolique, c'est que ça n'est pas une transgression du droit pour violer la norme, mais en réalité transgresser une loi nationale pour défendre un principe qui, dans la hiérarchie des normes, est plus important. Et c'est tout effectivement, c'est ce qui se passe actuellement quand des personnes qui violent y compris des arrêtés préfectoraux, des décisions administratives, au nom de la prévention et de la répression du crime de génocide, ou au nom de normes, ce qu'on appelle de jus cogens, c'est-à-dire de normes impératives du droit international, qui en réalité constituent le socle de nos démocraties. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, selon moi, opposer la désobéissance civile à la démocratie, mais en fait voir la désobéissance civile comme un dernier recours de la démocratie et de la défense du droit.
Et on a eu l'impression justement que ce dernier recours, c'est de plus en plus, en tout cas la société civile s'en est de plus en plus emparée aussi, parce qu'il y a eu, c'est pour ça qu'il y a eu la Freedom Flotilla, il y a eu la Global Southmood Flotilla, et toutes en fait les flottilles qui ont été faites pour Gaza, qui ont quand même été moquées à la fois par une partie des médias, mais aussi par des politiques. Est-ce que selon vous aussi, c'est une stratégie classique pour délégitimer en fait toutes ces actions civiles? Finalement. Oui, mais c'est une stratégie vieille comme le monde, ou en tout cas vieille comme les médias. C'était déjà le cas au Vietnam. On moquait les pacifistes ou ceux qui s'opposaient à l'intervention militaire américaine au Vietnam comme des utopistes, voire comme des fauteurs de troubles. C'était le cas aussi en Afrique du Sud, et c'est le cas à nouveau ici. Et d'ailleurs, même sur le conflit israélo-palestinien, ça ne date pas de cette initiative. C'était le cas avec le mouvement BDS, qu'on a non seulement stigmatisé, mais criminalisé en France, avant que, heureusement, et à nouveau, la justice européenne en reconnaisse, et plus tard internationale, en reconnaisse non seulement le bien fondé, mais la légitimité et la légalité. Donc oui, mais je dirais d'une certaine manière, le droit international, c'est comme les frites McCain, c'est ceux qui en font le moins, qui en parlent le plus. Et donc on voit tout un tas de chroniqueurs bien au chaud dans leur studio parisien, et bien moquer les initiatives de personnes comme vous et moi, de la société civile, qui décident de défendre le droit international, parfois au péril de leur vie, souvent en tout cas en mettant leur sécurité, leur vie familiale en danger. Et c'est ceux-là que ces gens moquent sans absolument n'offrir aucune alternative. Et justement, on va écouter un extrait du docteur Baptiste André qu'on a rencontré lorsqu'il est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. Il était sur la même flottille que Rima Hassan. Nous avons été interceptés dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 2h30 du matin, par un commando formé de plus d'une dizaine de bateaux. Le plus gros faisait plus de 40 mètres. Je ne saurais pas dire combien il y avait de soldats, mais au moins 80 soldats. On est suivi par des drones depuis une semaine. En fait, depuis le départ de la Sicile, les drones nous suivent. Ces drones-là, dimanche soir, sont venus particulièrement proches du bateau, nous ont largué de la peinture et vous envoyez les conséquences. 10 lavages de main aujourd'hui. Ensuite, notre bateau donc, a été intercepté. Les soldats sont venus à bord. Ils ont pris le commandement du bateau. Et ensuite, ça a été un long voyage de plus de 18 heures. Ils nous ont fait énormément tourner en rond. On a tous été astreints à rester dans la cale du bateau, avec interdiction de sortir sur le pont malgré les 40 degrés dehors. Je dois préciser quand même que nous avons eu accès à l'eau et à la nourriture pendant ces 18 heures. On est arrivé à Ashrod, le port israélien, où un comité sympathique de 200 militaires nous attendait. Du coup, on a entendu justement le docteur Baptiste André. Est-ce que selon vous, les États ont une obligation aussi juridique d'agir ou seulement morale? Parce qu'on a eu l'impression, comme on l'a entendu, il y a eu plusieurs personnes, des médecins, des politiques, et aussi tout simplement des gens qui luttent justement contre les injustices, qui se sont donc emparés de la question du génocide. Et on a l'impression en fait que c'est uniquement parce que les États et parce que certains politiques ont décidé de mettre de côté justement cette question du génocide palestinien. Oui, mais l'obligation des États d'agir, ça n'est pas une question d'opinion. Donc ce que je pense en réalité importe peu. C'est une obligation juridique positive qui découle d'ailleurs des traités internationaux que les États ont eux-mêmes signés. Et donc, c'est un peu la spécificité aussi du droit international, c'est qu'en réalité, c'est un droit qui est créé par ceux-là même qui se sont engagés à le respecter. Et donc, en réalité, quand la France, l'Allemagne ou tout un tas d'États, d'ailleurs, dans le monde, ne respectent pas ces obligations internationales, en réalité, elles violent ses propres engagements. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en réalité, le droit international, comme il n'y a pas de police au-dessus des États, eh bien, repose sur un système aussi de réciprocité, où chaque violation par un État de ses propres obligations, eh bien, fragilise, érode le système qui a été conçu pour nous protéger tous.
Alors, il y a aussi des noms qui hantent nos consciences. Rajab, 6 ans, encerclée, qui appelle à l'aide avant d'être tuée. Son histoire n'est pas une exception. Elle est devenue un symbole. On écoute. Cette petite fille que je représente là, elle s'appelle Rajab. Elle avait 5-6 ans. Elle a été assassinée par l'armée. Là, un enregistrement a été fait où on l'entend mourir. Voilà, cet enregistrement qui a fait le tour du monde a ému beaucoup de personnes. Mais moi, ce qui me choque dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le mépris, l'indifférence et l'hypocrisie des politiques. En fait, ce qu'on assiste, c'est vraiment le refus catégorique de la part d'Israël d'ouvrir des couloirs humanitaires pour la nourriture, parce que Israël veut garder la main sur la nourriture pour utiliser la famine comme une arme de guerre et pousser les Gazaouis ensuite à partir. Enfin, avec cet événement, on voit vraiment toute la violence et tout le cynisme de l'État israélien. Et donc évidemment, nous, on proteste contre ça. Enfin, la majorité des défenseurs de l'État sioniste, ils disent que attaquer l'État israélien, c'est attaquer l'État des Juifs. Donc il y a un enjeu à montrer qu'il y a d'autres voix juives qui existent, des voix juives qui sont antisionistes, qui revendiquent une identité diasporique, qui refuse qu'un génocide soit commis au nom des Juifs. Donc le 29 janvier 2024 à Gaza, Hind appelle les secours. Elle est coincée dans une voiture criblée de balles, entourée des corps morts de sa famille pendant plus de 3 heures. Elle parle au téléphone avec le Croissant Rouge palestinien. Elle a peur, elle demande à être sauvée. Une ambulance est envoyée après coordination avec l'armée israélienne. Et pourtant, cette ambulance-là est ciblée, elle est détruite. Les secouristes sont tués. Hind ne sera jamais secourue. Son appel a été enregistré, sa mort a été documentée, pourtant rien ne s'est arrêté. Rajab n'est pas une tragédie de plus à Gaza, c'est une preuve de ce que vivent les civils palestiniens et plus particulièrement les enfants palestiniens. D'ailleurs, donc, comme on l'a dit, le cas de Rajab est documenté. Ça a été une enfant qui a été identifiée et localisée en contact avec les secours donc, pendant plusieurs heures. Il y a une ambulance qui a été aussi détruite malgré la coordination avec l'armée israélienne. Est-ce que, juridiquement, plutôt, qu'est-ce que ce cas démontre ? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est une preuve. Et c'est ça qui est extrêmement triste, c'est que à Gaza, l'État israélien, mais avec la complicité des États occidentaux, essaye de supprimer les preuves. D'abord en empêchant les journalistes internationaux, mais aussi les organisations internationales d'enquête, d'accéder. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas ce type d'éléments qui donne une voix, un visage, une humanité en réalité aux dizaines de milliers d'enfants qui ont été tués et blessés à Gaza. Et donc, c'est d'abord un témoignage poignant, effectivement, qui est symbolique, mais de toute la souffrance dont sont victimes les Palestiniens et notamment les enfants de Gaza. Ensuite, c'est effectivement un crime de guerre, de manière claire et évidente. L'intention est claire, on a la preuve que cet enfant, et si j'ose dire, c'est presque indécent de le dire, mais ne représentait pas une cible militaire légitime, ne représentait pas une menace, que l'armée israélienne savait qu'elle était dans ce véhicule et qui, malgré cette absence totale de menace, a décidé de l'exécuter. Et donc, c'est un crime de guerre de manière évidente. Mais au-delà, comme vous l'avez dit, ce cas emblématique est en réalité symbolique d'une politique beaucoup plus systématique et généralisée qui cible les civils, qui cible les enfants, qui cible les infrastructures civiles et qui, en réalité, constitue à la fois des crimes contre l'humanité, puisque c'est la définition, une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, mais aussi un des éléments qui permet de déduire l'intention génocidaire. C'est d'abord un acte génocidaire en soi, puisque c'est un meurtre, et donc ça fait partie des 5 actes qualifiés, susceptibles d'être qualifiés de génocide dans la Convention de 1948, mais c'est aussi et surtout un élément qui permet de dire qu'il y a une autre intention que celle qui est affichée par l'armée israélienne derrière ces meurtres systématiques, cette privation de nourriture et en réalité cette torture physique et morale au quotidien. Justement, dans la continuité de ce que vous dites, Yohann Soufi, on va écouter le réalisateur Christophe Cottré qui a réalisé le documentaire Disunited Nation que vous pouvez retrouver sur Arte. On écoute. Ça, c'est peut-être aussi une des spécificités de ce génocide. Enfin, non pas du génocide, mais qui qualifierait le génocide, mais spécificité du conflit, pardon. C'est que les enfants sont prioritairement les cibles
de ce génocide et des crimes qui sont commis. Plusieurs choses. L'interdiction de la Knesset, des activités de l'UNRWA à Jérusalem-Est. C'est-à-dire que là, les écoles doivent être fermées à Jérusalem-Est. Elles ont été fermées. On parle de centaines de milliers d'enfants qui n'ont pas eu à cette rentrée accès à l'éducation. Il n'y a aucune autre motivation qu'une motivation politique. Il n'y avait aucune raison d'empêcher des enfants. Moi, je les ai visités, ces écoles. Les enfants y apprennent exactement la même chose que des enfants d'autres pays environnants ou que des enfants français. On y apprend à lire, on y apprend à écrire, on y apprend un certain nombre d'éléments qui vous constituent en tant qu'individu. Donc fermer ces écoles contribue à détruire la culture palestinienne. C'est dans les rapports de Francesca Albanese, vous avez des enfants qui sont ciblés, qui sont snipés dans la tête, dans la poitrine, en Cisjordanie. On les empêche d'aller à l'école, d'où des intrusions permanentes dans les camps. Il y a un certain nombre d'empêchements. Alors, dans l'extrait qu'on vient de voir, Christophe Cottré, justement, décrit une réalité aussi très précise en Cisjordanie, des écoles fermées, l'UNRWA qui empêchait d'agir, des enfants privés d'éducation et directement ciblés, vous l'avez dit également. Juridiquement, justement, à partir de quand cette atteinte systématique aux enfants, donc à leur protection, leur éducation et aussi leur survie, devient un élément constitutif du crime de génocide ? Alors peut-être qu'il faut rappeler effectivement pour vos auditeurs ce que c'est qu'un génocide. C'est 5 actes, le meurtre, la torture physique ou morale, la privation ou l'imposition de conditions de vie qui créent la destruction potentielle d'un groupe, le transfert d'enfants d'un groupe à l'autre et les mesures susceptibles d'entraver les naissances. Mais pour que ces actes constituent un génocide, il faut qu'il y ait une intention génocidaire, c'est-à-dire l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial, religieux, national. Et donc c'est là où c'est très important en réalité toutes ces mesures, c'est-à-dire que déterminer l'intention dans tous les conflits sur lesquels j'ai travaillé, c'est un travail extraordinairement difficile parce que il faut aller chercher dans l'esprit des auteurs des crimes. Et généralement, ils ne l'affichent pas haut et fort. Ce qui est assez spécifique quand même dans le conflit à Gaza, c'est que dès le 8 octobre, en réalité, on a tout un tas de responsables israéliens et au plus haut niveau de l'État qui, en réalité, annoncent noir sur blanc leur intention de détruire en tout ou en partie la population palestinienne. Et cette intention, elle ne s'est jamais contredite dans les actes. En réalité, on n'a pas vu d'inflexion dans la politique militaire israélienne à Gaza. Au contraire, on a vu le blocus qui s'est renforcé malgré toutes les ordonnances de la Cour internationale de justice qui alertaient sur le risque plausible de génocide, malgré les rapports des ONG et d'organisations, y compris de l'ONU, qui alertaient sur le risque des génocides, puis le génocide avéré. Et malgré tout, eh bien, cette politique a continué avec la même intensité, ce qui permet, in fine, d'en déduire une seule conclusion possible et raisonnable. C'est qu'effectivement, il y a l'intention, au moins chez une partie des responsables israéliens, de détruire les Palestiniens en tant que groupe national ou racial ou ethnique, et que ça constitue donc le crime de génocide. Et justement, ces faits, ils sont documentés. En tout cas, c'est pas ce qui manque aujourd'hui en termes de rapports et même d'images. Et pourquoi ça n'a pas déclenché de sanctions immédiates ? Ça n'a pas déclenché de sanctions immédiates parce qu'il faut distinguer les constats juridiques des réponses politiques. Et en réalité, ceux qui ont failli lors de ce génocide, eh bien, ce ne sont pas les institutions judiciaires. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais d'une certaine manière, à l'initiative de l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance assez claire. Dès janvier 2024, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a alerté dès le mois de novembre sur le caractère potentiellement criminel des opérations israéliennes et aussi de l'attaque du 7 octobre et sur les conséquences juridiques que ça aurait, et c'est-à-dire qu'il avait annoncé les mandats d'arrêt qui seraient ensuite délivrés demandés en mai 2024 puis délivrés par la chambre préliminaire en mai 2024. Donc on avait du point de vue juridique et du point de vue aussi des organes des Nations Unies et des ONG
tous les éléments, toutes les alertes, toutes les alarmes possibles et imaginables pour alerter les États sur le déclenchement de leurs obligations et sur les conséquences qu'ils devaient en tirer, c'est-à-dire de tenter d'empêcher ou de prévenir ce génocide par tout un tas de mesures politiques et humanitaires, y compris des sanctions contre l'État israélien, comme on l'a fait par exemple en Russie, à l'égard de la Russie ou dans d'autres conflits. Eh bien, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu une faillite à la fois morale, politique et juridique des États. Et d'ailleurs, on parle des États occidentaux, mais on pourrait aussi parler de l'Égypte, des États arabes. En réalité, c'est toute la communauté internationale, si tant est qu'elle existe, qui a manqué à ses obligations, y compris le Conseil de sécurité, qui avait pourtant été créé en 1945 pour prévenir justement ce type de massacre, et qui, notamment du fait du veto américain, eh bien, a totalement failli à sa mission. Et en réalité, c'est non seulement une trahison politique et morale, mais c'est aussi une trahison de l'esprit de la Charte des Nations Unies. Justement, Christophe Cotret l'a dit aussi dans son documentaire, la Knesset a interdit les activités de l'UNRWA. Il y a eu des rapports onusiens qui ont documenté les tirs sur les enfants, les intrusions militaires aussi permanentes dans les camps. Pourtant, comme on l'a dit, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas eu de rupture diplomatique majeure. Est-ce que ce silence international n'est pas devenu aussi juridiquement et politiquement une forme de complicité ? Oui, c'est certain. D'ailleurs, Francesca Albanese, qui est l'objet du documentaire These United Nations, parle en réalité de co-auteur pour les États-Unis, car le soutien à la fois militaire, financier, politique des États-Unis avec Israël fait que sans ce soutien, Israël n'aurait pas pu continuer les actes qui relèvent clairement de crimes internationaux. Et donc, de ce point de vue-là, on peut parler de co-auteur. Mais du point de vue de certains États occidentaux, et on est français, donc il faut aussi penser à la France, eh bien, il faut penser à la responsabilité qui est aussi celle de continuer à livrer des armes, malgré le fait que le gouvernement continue de le nier, mais ça a été effectivement documenté. Il y a eu des procédures engagées notamment par l'association Jurdi, dont je fais partie, qui ont eu pour objectif de prévenir ces livraisons d'armes. Mais je pense aussi hier encore au survol du territoire et de l'espace aérien français par l'avion de Benyamin Netanyahou qui se rendait en Floride. Et quand on voit le discours français à l'Assemblée des États parties à La Haye, qui soutient dans les paroles la Cour pénale internationale, qui aussi soutient le juge français qui a fait l'objet de sanctions pour avoir participé à rendre les mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, et qui, de l'autre côté, eh bien, non seulement ne fait rien pour intercepter l'avion, mais délivre une autorisation de survol, eh bien on voit comment en réalité les discours et les actes sont en dissonance complète, et c'est cela aussi, je parlais d'érosion du droit international et de la crédibilité du discours de certains États sur la vigueur du droit international et sur l'importance de le respecter. Eh bien c'est cela qui l'affaiblit plus ou autant que tout autre acte. Et donc oui, effectivement, on peut parler de complicité morale et éventuellement de complicité juridique, mais le problème du droit international aussi, c'est que, à part la Cour internationale de justice, il n'y a pas forcément de forum judiciaire qui permettent de donner matière, si j'ose dire, à cette forme de complicité, mais qui est totalement reconnue et établie au niveau du droit international et qui engage la responsabilité de ces États. Et justement, en parlant de discours, à l'ONU, les discours se sont multipliés. Emmanuel Macron parle de reconnaissance, on écoute. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Donc c'était à New York,
Emmanuel Macron a parlé d'une reconnaissance de la Palestine. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, rappelle justement que ce n'est pas un privilège, mais un droit. On écoute. And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. And denying statehood would be a gift to extremists everywhere. Mais pour les Palestiniens, cette reconnaissance arrive beaucoup trop tard et parfois elle sonne creux. On écoute le photojournaliste palestinien Moataz Azaiza. First, we are happy about the recognition of Palestine, even if it came very late. But at the same time, we see how they're trying to manipulate their words and not mentioning anything about the genocide, ignoring the people who are being killed and massacred. It makes me feel bad, but in the end, I don't have any tool to convince them to say it. So we're trying to push for it, trying to tell them this is happening for real, and hope they listen. Donc on a entendu le photojournaliste palestinien Moataz Azaiza qui justement a fui le génocide, parle de manipulation. Est-ce que la reconnaissance peut-elle servir justement à éviter le mot génocide ? Alors là, je ne sais pas, parce que pour moi, il est important quand même de reconnaître l'importance de cette reconnaissance. C'est symbolique, comme vous l'avez dit. C'est symbolique a fortiori parce que la France, en fait, comme vous l'avez dit, arrive très tard. C'est le 150e peut-être État qui a reconnu la Palestine. Qu'effectivement, ce droit n'est pas un privilège. C'est le droit de la population palestinienne à un État, à l'autodétermination. Et d'ailleurs, de facto, la France reconnaissait déjà avant la Palestine comme un État. On avait des relations diplomatiques avec l'autorité palestinienne. On avait une ambassadrice de la Palestine à Paris. On avait tout un tas de projets en partenariat avec les territoires occupés. Et donc, voilà, c'est principalement symbolique, mais ce symbole est important parce que c'est un des pays membres du P5, c'est-à-dire du Conseil de sécurité, qui ensuite a entraîné aussi la reconnaissance par l'Angleterre, par l'Australie, par le Canada, par tout un tas d'États. Et donc, pour avoir, in fine, une solution politique, il faut d'abord reconnaître l'existence de cet État, ces faits dont acte. Ceci étant, effectivement, ça n'est que symbolique, parce que quand, dans le même temps, on ne prend aucune mesure pour mettre en œuvre et rendre effective cette reconnaissance, c'est-à-dire pour garantir aux Palestiniens leur droit à un territoire, à vivre en sécurité, à bénéficier pleinement de leurs droits, comme l'a reconnu la Cour internationale de justice en 2004, puis en 2024, comme c'est clairement exprimé dans la Charte des Nations Unies, eh bien en réalité, on ne reconnaît qu'un bout de papier d'une certaine manière, et donc encore une fois, on a une forme de dissonance entre les discours, aussi importants soient-ils, et les actes. Et dans les actes, en réalité, la France, comme les autres États, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, qui ont reconnu l'État palestinien, eh bien, ne font rien pour lui donner corps. Et justement, on a pu rencontrer aussi le ministère des Affaires étrangères irlandais Simon Harris dans les rues de New York qui, lui, déplore le fait qu'on ne parle pas du mot génocide. On écoute. Well, I really welcome the decision by President Macron to welcome and recognise the state of Palestine. I think it's an important step forward, and I think there's clearly growing global momentum now, and you're seeing that here at UN High Level Week. However, recognition in and of itself won't be enough. And I think it's really important now that the European Union follows through and adopts the Commission's proposals in relation to trade in Israel. I think this could have a very significant effect in terms of changing perhaps the calculus that the Netanyahu government is considering when it comes to the genocidal activity underway in Gaza. Donc là, on vient d'entendre justement Emmanuel Macron qui parle d'une possible reconnaissance de la Palestine, Antonio Guterres qui rappelle donc que ce n'est pas un privilège mais un droit, Simon Harris dire que ça ne suffit pas, et Moataz Azaiza qui dénonce une reconnaissance tardive, idée du mot génocide. Juridiquement, est-ce que cette reconnaissance devient aujourd'hui aussi un peu un acte réel de protection du peuple palestinien ou plutôt un moyen pour les États occidentaux de donner l'illusion d'agir sans jamais nommer les crimes ? Oui, un peu des deux, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le en même temps. On cherche en réalité à avoir une position. Vous savez, la politique, d'une certaine manière, et l'absence de sanctions contre Israël, c'est en réalité
une forme d'analyse des risques. Et en réalité, ce que les États occidentaux considèrent aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de risques à défendre le droit international en Palestine et vis-à-vis des Palestiniens que de risques à laisser l'impunité perdurer, parce que ils considèrent qu'Israël représente une forme d'avant-pont peut-être de la société occidentale au Moyen-Orient, mais surtout parce qu'ils ont peur en réalité des sanctions ou de la colère américaine. Et donc c'est ce calcul cynique et à court terme en réalité qui explique que les États européens, notamment, continuent ce double jeu. Mais pour moi, c'est un pari perdant et, comme je le disais, à extrêmement court terme. Parce que ce l'on gagne d'affection ou c'est même pas de l'affection, c'est une forme de mépris, mais qui laisse les États européens en bonne grâce d'une certaine manière avec Washington. D'abord, Donald Trump, même s'il a des ambitions de dictateur autoritaire, son mandat prendra terme dans 3 ans, donc c'est à très court terme. Et surtout, comme je l'ai dit, ce sont les fondations même du droit international qu'on est en train de détruire. Et en réalité, et comme l'a dit Jean-Pierre Filiu dans une tribune du Monde hier, en réalité, en détruisant le droit international à Gaza, on fragilise l'ensemble des réponses de l'Union européenne, alors à la fois sur d'autres conflits, il parle de l'Ukraine, mais on pourrait penser au Darfour, demain à Taïwan et à d'autres conflits qui vont émerger dans les années à venir, mais on détruit aussi les fondations de l'état de droit et qui a un impact sur nos libertés publiques. Et c'est en cela aussi que je pense que la question palestinienne a une résonance et un écho global. C'est qu'en réalité, elle montre les failles et les lacunes de tout un tas de nos droits fondamentaux, y compris à l'échelle nationale. Je pense au droit de manifester, à la liberté d'expression, à la liberté académique, dont on a vu les limites, notamment ces 2 dernières années. Justement, vous avez travaillé aussi à l'UNRWA. On va écouter un extrait du chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Évidemment que le jour où un État palestinien sera en place, ça signifiera également la fin d'une agence comme celle de l'UNRWA. Nous sommes une organisation temporaire qui malheureusement a duré bien trop longtemps, mais a duré bien trop longtemps parce que pendant bien trop longtemps, il n'y a eu aucune solution politique durable. Comment est-ce que vous réagissez en tant que secrétaire justement général de l'UNRWA à ces déclarations quand même assez difficiles de la part du président Trump ? Bon, c'est un discours qui touchait plus la question du réfugié en général. Il y a eu effectivement des commentaires sur la question de la reconnaissance. Les États-Unis ne cachent pas le fait qu'ils sont en désaccord avec les pays qui ont pris la décision de reconnaître l'État palestinien. Cela dit, je reste convaincu que cette reconnaissance est un droit et certainement pas une récompense et que cette reconnaissance aurait déjà pu avoir lieu avant. Mais le plus important, c'est que l'on aille bien au-delà de la symbolique et qu'à travers cette reconnaissance, on s'engage à n'épargner absolument aucun effort pour promouvoir une solution à la question palestinienne. On ne peut plus attendre parce que plus on attend, plus on va s'éloigner de cette solution. Pour nous, la prochaine étape, c'est la création d'un État palestinien, des institutions palestiniennes qui soient en mesure de reprendre les activités de l'agence. Alors dans cet extrait, Philippe Lazzarini justement rappelle que l'UNRWA est vitale pour les Palestiniens parce qu'il n'y a pas eu jusque-là aussi une solution politique durable, mais dans le même temps, Israël entrave, criminalise et même interdit l'UNRWA. Alors pourquoi aujourd'hui le rôle de l'UNRWA est essentiel et pourquoi est-ce qu'il est devenu d'une certaine façon aussi une cible politique majeure ? Alors il est essentiel depuis 1948 parce qu'en réalité il constitue un pansement voté par l'Organisation des Nations Unies en attendant une solution politique juste et durable. Et c'est en cela que ça pose un problème à Israël, c'est qu'en réalité l'existence de l'UNRWA est liée à la fois historiquement, juridiquement et politiquement à la Nakba de 1948. Et donc ce qu'on cherche à détruire avec l'UNRWA, c'est en réalité l'histoire et la mémoire palestinienne, notamment l'histoire de la Nakba.
c'est aussi détruire un acteur humanitaire qui, d'une certaine manière, offrait une ligne de vie aux Palestiniens, qui aujourd'hui n'existent même plus, mais en réalité, y compris sur les 16-17 dernières années de blocus, l'UNRWA constituait une forme de goutte d'humanité dans un océan d'injustice. Elle offrait des services médicaux, elle offrait une éducation aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et d'ailleurs des autres pays frontaliers. Et elle offrait une forme d'humanité minimum dans cette condition et cette tragédie que constitue l'histoire palestinienne. Et enfin, aujourd'hui, l'UNRWA constitue un témoin gênant. Parce que, comme je le disais, Israël interdit à la fois aux journalistes et aux enquêteurs et à certaines organisations non gouvernementales d'accéder à Gaza et de pouvoir témoigner. Or, les seuls qui pouvaient témoigner avec une voix institutionnelle des crimes qui étaient en cours à Gaza, eh bien, c'était les ONG sur place et l'ONU, et notamment son agence la plus grande et la plus représentative à Gaza, qui était l'UNRWA. Et c'est pas un hasard si d'abord les ordonnances de la CIJ se sont principalement appuyées sur les rapports de l'UNRWA, que c'était aussi le cas des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, et qui donc en faisaient un acteur crédible, une voix crédible et un témoin gênant pour Israël. Et ça n'est pas un hasard non plus si, en réalité, les premières attaques d'Israël contre l'UNRWA datent du 26 janvier 2024, qui est aussi le jour de la première ordonnance de la Cour internationale de justice qui reconnaît le risque plausible de génocide. Donc voilà, on est dans un plan totalement pensé, conçu, qui vise à stigmatiser, à discriminer l'UNRWA, cette agence des Nations Unies, avec la complicité d'une partie des médias internationaux qui ont sans cesse relayé la propagande israélienne, parce qu'il faut l'appeler comme telle, malgré les enquêtes indépendantes qui ont, de manière systématique et documentée, reconnu à la fois, vous l'avez dit, la valeur inestimable de l'UNRWA, mais aussi son innocence en tant qu'institution dans l'attaque du 7 octobre. Ça a été documenté, compris par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Colonna, dans un rapport qui a été remis au secrétaire général, et ça a été à nouveau documenté par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif le plus récent du 22 octobre 2025. Justement, durant ce génocide, les Palestiniens sont ciblés, mais ça a aussi un impact sur la société israélienne. On parle souvent d'Israël comme d'un bloc, mais depuis un an, des voix israéliennes parlent d'effondrement interne, de fuite des intellectuels, de déshumanisation installée. On écoute l'historien du judaïsme Ron Neweld. Cette imagerie de génocidaire biblique, elle n'est pas seulement chez les hommes politiques et dans la société, c'est aussi, aussi haut que dans la Cour suprême. C'est important de le dire en France, parce que les gens ont cette séparation entre discours religieux. Ils ne se rendent pas compte que oui, la Bible, c'est un texte soi-disant religieux, mais en fait, il fait partie de la société israélienne aujourd'hui depuis 1948. La déshumanisation des Palestiniens est tellement ancré dans la société israélienne que c'est vraiment, ils ne comprennent même pas comment tu peux être contre les soldats. Alors Ron Newell, qui est historien du judaïsme, explique justement qu'Israël vacille, des artistes, des intellectuels, une partie justement des Israéliens modérés, si on peut dire ça, ont quitté le pays, la confiance dans le gouvernement et même dans l'armée s'effondre. Alors d'un point de vue historique et même juridique, est-ce qu'on assiste à une crise, selon vous, conjoncturelle qui est liée à la guerre, ou plutôt à une crise structurelle de l'État israélien lui-même, qui est provoquée finalement par des décennies d'occupation et d'impunité ? Alors là, on sort un peu de mon champ d'expertise, et donc je ne veux pas non plus témoigner d'un domaine que je ne connais pas, mais je peux témoigner à titre personnel. Comme vous l'avez dit, j'ai habité à Gaza pendant plus de 2 années,
Et donc, j'avais le privilège, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, de pouvoir me déplacer très facilement de la bande de Gaza jusqu'à Tel Aviv, y compris en Cisjordanie, etc. Et effectivement, ce qui m'a choqué, c'est cette forme de silo de la société israélienne qui était respectueuse de tout un tas de libertés publiques au niveau national, mais totalement aveugle et sourde aux discriminations, à la ségrégation, voire à l'apartheid dont étaient victimes les Palestiniens qui vivaient sous son contrôle et sous son occupation, et à la souffrance des Palestiniens que moi je côtoyais quotidiennement à Gaza. Et donc, c'était quelque chose d'assez à la fois paradoxal et dystopique, parce que d'une certaine manière, je bénéficiais moi-même, j'avais un privilège dont j'étais conscient, mais qui me faisait profiter de certains privilèges qui étaient niés à mes collègues palestiniens, et donc d'une certaine manière, à la fois un observateur, et je veux pas dire un complice parce que je n'avais pas le choix, mais voilà, de cette société effectivement sourde et aveugle. Après, dans mon domaine d'expertise, ce que je peux dire, c'est que, et c'est Gregory Stanton, un chercheur américain spécialiste du génocide, qui l'a très bien expliqué, le génocide n'est pas un moment. Le génocide est un processus qui s'inscrit dans une société et qui pousse une société, et elle peut être démocratique ou non, ça n'a absolument aucune espèce d'importance dans ce processus, à déshumaniser une partie de sa population, une minorité ou une autre population, et qui la pousse, in fine, à commettre l'irréparable, le crime de génocide. Et ce processus, il s'inscrit sur des dizaines d'années. Il s'inscrit d'abord par une séparation entre deux populations, puis par une discrimination juridique, puis par la conviction d'une société, ou en tout cas d'une majorité de cette société, ou de son pouvoir politique, que la seule solution, c'est l'extermination, au moins d'une partie de notre population. Et donc on voit très bien comment ce modèle qui est valable pour l'Allemagne nazie, en réalité le génocide des Juifs commence dès 1933, voire avant, avec l'antisémitisme profond de la société allemande, française, etc. Le génocide des Tutsis ne commence pas en 1994, il s'inscrit dans l'histoire. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce crime de génocide, y compris dans la société israélienne, comme quelque chose d'un processus lent, ancré, et qui effectivement se cristallise sur ces 2 dernières années, mais dont il faut chercher les racines bien plus profondément. Et c'est ça aussi qui entraîne la chute d'une société, parce qu'en réalité, cette déshumanisation de l'autre, cette destruction des repères moraux, ne peut pas se faire sans conséquence pour la société qui le cause. Et c'était le cas dans tous les conflits que j'ai mentionnés, ou en tout cas dans tous les génocides que j'ai mentionnés auparavant. Israël n'y échappera pas. Et justement, dans l'extrait, René Well dit aussi quelque chose de très fort. La déshumanisation des Palestiniens ne serait pas seulement le fait de l'extrême droite, mais profondément ancrée dans une partie de la société israélienne, ce qu'on vient de dire. Et donc, autre chose sur le mot de génocide. Donc, on l'a dit, le mot génocide n'est pas une opinion, c'est une qualification juridique précise fondée sur l'intention. Francesca Albanese l'a répété dans plusieurs rapports. On l'écoute. Moi aussi, au tout début, je disais, quand il y avait d'autres collègues, des profs de droit international, parmi les rapporteurs, qui disaient c'est épouvantable, ça va être un génocide, on doit sonner l'alarme, on doit dire qu'il y a le risque de génocide parce que les propos que l'État d'Israël utilise, c'est génocidaire. Je disais non, mais attendez, c'est un peu fort, c'est un peu trop. Mais ça m'a suffi de lire, en fait, d'apprendre mieux c'est quoi le génocide. On doit voir historiquement et du point de vue légal c'est quoi le génocide. Ça m'a pris 5 mois et pendant lesquels j'ai regardé tous les faits, tous les actes qu'Israël a commis dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 jusqu'à février 2024. Pour conclure qu'il y avait bien de raisons pour dire qu'Israël avait commis du génocide, parce que finalement le génocide c'est la destruction intentionnelle, c'est l'intention en fait de détruire un groupe ou un peuple en tant que tel.
Et à travers des actes de tuerie, ce n'est pas les moyens, parce que les gens, surtout en Europe, voient le génocide comme quelque chose qui peut être commis soit par des fours crématoires, soit par des machettes. Et non, ce n'est pas le moyen qui définit le crime, c'est l'intention derrière le crime. Alors dans cet extrait, justement, on entend Francesca Albanese qu'on a pu interviewer lors de son passage à Paris. Dans le droit international, vous l'avez dit, le génocide ne se définit pas seulement par le nombre de morts, mais par l'intention. Pourquoi est-ce que l'intention est centrale ? L'intention est centrale parce que, comme je le disais, ce qui distingue réellement un crime de guerre, un crime contre l'humanité du crime de génocide, c'est cette intention de détruire en tout ou en partie un groupe protégé. Cette intention, elle se déduit toujours du contexte et d'un ensemble de faisceaux d'éléments, de faisceaux d'indices qui permettent de déduire qu'effectivement, un individu ou un groupe avait l'intention de détruire un autre groupe en raison de cette spécificité. Et donc, il faut aller la chercher dans des discours, et je parlais de déshumanisation, mais aussi dans des lois, dans des textes qui visent à cette séparation. Et c'est, à mon avis, aussi un des points essentiels qu'il faut retenir. C'est qu'en réalité, d'une certaine manière, le génocide n'est pas la destruction de l'ordre et du droit. Il est parfois même son instrumentalisation. Et en réalité, si on prend, et je pense que le régime nazi et le génocide commis par les nazis en est l'exemple le plus probant, mais il n'est pas le seul. En réalité, on voit comment ce sont un ensemble de lois d'abord discriminantes, stigmatisantes, qui ensuite aboutissent à rendre possible l'extermination. Et c'est la même chose d'une certaine manière en Israël, où on a vu tout un tas de lois qui ont d'abord séparé, discriminé, et c'est ça qui est important, y compris pour comprendre ce processus de déshumanisation. Mais là où il y a quelque chose d'assez nouveau, d'une certaine manière, qui est lié aussi aux médias et à la globalisation, c'est qu'en réalité, le processus de déshumanisation des Palestiniens, qui continue aujourd'hui, il s'est fait à l'échelle globale. Et on parlait tout à l'heure de complicité des États occidentaux. Il faut aussi poser sur la table la question de la complicité des médias occidentaux. Et je prends par exemple les médias français. Lorsque on entend des chroniqueurs ou des influenceurs, moi je les appelle comme ça, qui disent qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens, qu'il n'y a pas de civils à Gaza, que en réalité un enfant qui meurt sous les bombes, il ne perd pas son humanité, pour citer tout un tas de ces propagandistes. Eh bien en réalité, ils sont aussi des acteurs de la déshumanisation des Palestiniens, et ils ont aussi contribué à leur échelle à faire en sorte que, cette déshumanisation soit possible et que la réaction politique soit la plus tardive possible. Et vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, du 2 poids, 2 mesures. On écoute Francesca Albanese sur ce sujet. Quelles sont les mesures que la France prend vis-à-vis de ses citoyens qui ont combattu dans l'armée israélienne? Il faut se demander si c'était la Russie, parce que vraiment on voit en Europe une uniformité de posture vis-à-vis de la Russie. Mais si on avait des citoyens qui combattaient dans l'armée russe ou qui vivaient dans des colonies russes en Ukraine, comment on les traiterait? Et c'est ça, c'est les doubles standards qui ont créé une fracture difficile à saner, à réparer dans notre système international. Alors on parle du 2 poids, 2 mesures, en prenant l'exemple de la Russie et celui de la Palestine. Qu'est-ce que cela révèle justement du droit international aujourd'hui ? On l'a vu avec, par exemple, l'Eurovision, on l'a vu dans le sport, il y a eu beaucoup de sanctions vis-à-vis des Russes, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, avec les joueurs ou les chanteurs israéliens. Moi, j'ai l'impression que ça révèle moins quelque chose une lacune du droit international qui, d'une certaine manière, lui, est toujours, d'une certaine manière, la norme supérieure à laquelle on se réfère tous, que de ceux qui sont censés l'appliquer. Pendant longtemps, les États, ce qu'on appelle du Sud global, ont accusé les discours universalistes d'être hypocrites.
le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la temporalité des conflits en Ukraine et en Palestine, en réalité, révèle et nous jette au visage cette duplicité du discours notamment occidental. Et c'est en cela que c'est problématique, parce qu'en réalité, ça pousse tout un tas de personnes ou d'États à rejeter non pas la position politique de certains États complices du génocide à Gaza, mais comme on pourrait aussi critiquer, et je l'ai dit, les États arabes, mais d'autres États qui n'interviennent pas ou qui sont complices du génocide au Darfour, des crimes commis en Syrie ou en Ukraine et ailleurs. Mais en réalité, aujourd'hui, ce que ça questionne beaucoup plus, c'est la crédibilité du discours occidental. Et c'est ça, en réalité, qui est affaibli, mais qui n'est pas affaibli pour quelques années. Mais en réalité, les dégâts seront irréparables et on en paiera les conséquences au niveau international d'abord, sur des décennies. Aujourd'hui, la voix de la France est quasiment inaudible à cause notamment de cette absence de cohérence à la fois dans le narratif et dans les actes, mais elle aura aussi une conséquence sur, je le disais, l'état de droit. Nos démocraties s'en retrouvent plus faibles et elle prépare l'érosion de l'état de droit, en réalité, prépare des lendemains sombres, y compris pour nos démocraties libérales en Europe. Et donc, voilà, ce qui se joue aujourd'hui en Palestine, en réalité, va bien au-delà du droit des Palestiniens, ce qui est déjà l'essentiel, mais en réalité questionne notre ordre international dans son ensemble. Justement, pendant que les discours officiels se multiplient sur le respect du droit international et la protection des civils, des composants militaires continuent de quitter l'Europe et notamment la France à destination d'Israël. Le 27 octobre 2025, lors d'une manifestation contre ces livraisons, des syndicats ont pris la parole. Ils ont pointé un double discours, celui d'un État qui condamne en parole mais qui autorise en pratique. On écoute. L'idée, c'est de mobiliser les travailleurs, notamment les travailleurs de la plateforme aéroportuaire, parce qu'on les instrumentalise, on leur fait livrer des armes à l'insu de leur plein gré, là, pour prendre une phrase populaire, à l'insu des travailleurs, ils livrent du matériel militaire à destination d'Israël. Voilà, donc on est là pour interpeller les autorités, pour dire un certain nombre de vérités et pour dire que nous ne l'acceptons pas, que nous prenons date, c'est une première action, mais on continuera tant que ce double discours du gouvernement français sera à l'œuvre. Alors, la France donc affirme respecter, en tout cas, ses engagements internationaux, notamment le traité sur le commerce des armes. Mais lorsque des composants fabriqués en France par des entreprises françaises se retrouvent justement intégrés à des systèmes utilisés dans des crimes documentés à Gaza, peut-elle encore prétendre ne pas être partie prenante ? Non, en tout cas, elle viole ses obligations à la fois au regard de la Convention sur la prévention et la répression du génocide et sur le traité du commerce des armes. C'est clair et c'est notamment ce que notre association Jurdi a tenté de démontrer et continue de démontrer devant les juridictions nationales et européennes. Mais je pense qu'effectivement, cette action des syndicats revient un peu et met le doigt sur ce dont on discutait au tout début de cette émission, c'est-à-dire le rôle aussi de la société civile dans la protection et la défense du droit international. Aujourd'hui, en réalité, les États ne sont qu'une construction sociale de nos individualités et ne représentent que notre collectif. Et donc, il appartient à tout un chacun, par des actions aussi individuelles et collectives, de protéger le droit international parce que c'est ce qui nous protège tous. C'est ce que font les syndicats en refusant de charger des containers qui contiendraient des composants pour l'armée israélienne. C'est ce que font les étudiants en bloquant les universités. C'est ce que font les consommateurs en boycottant certaines marques. Et donc voilà, c'est ce que font les juristes de Jurdi en tentant, avec leurs moyens, de défendre le droit international devant les juridictions nationales. Voilà, c'est à nous tous d'être aussi les soldats du droit international. Je le dis souvent, la justice internationale n'a pas d'armée, mais elle a des millions, voire des milliards de bras. Et c'est à nous tous, en réalité, de défendre à la fois son idéal et sa mise en œuvre.
Justement, le 28 avril 2025, dans l'urgence, la Cour internationale de justice à La Haye tient une audience exceptionnelle sur les obligations d'Israël de laisser passer l'aide humanitaire vers les Palestiniens. Devant les juges, le professeur Hardy Imseis et l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour décrivent une campagne qu'ils qualifient de génocidaire contre le peuple palestinien et appellent la Cour ainsi que les États à intervenir pour empêcher sa destruction. On écoute l'avocat pénaliste Hardy Imseis. Alors justement, en quoi ces audiences du 28 avril dernier à la Cour internationale de justice marquent-elles une évolution par rapport à la première décision de la Cour sur le risque de génocide à Gaza? Est-ce que ça va changer concrètement en fait quelque chose pour les Palestiniens sur le terrain? Sur le terrain, concrètement, non, parce qu'en réalité, le droit international est toujours soumis pour sa mise en œuvre à l'action politique. Et aujourd'hui, on voit une telle lâcheté de la part des États qui abandonnent en réalité les Palestiniens à leur sort, que ça n'aura pas d'impact concret. Toutefois, il ne faut pas en nier la portée symbolique et juridique. C'est important, et c'est extrêmement important, notamment dans ce brouillard médiatique qui tente à dessein de flouter la frontière entre ce qui est légal de ce qui ne l'est pas, de ce qui est le moral de ce qui ne l'est pas, de ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas, et bien que la plus haute juridiction internationale dise clairement le droit, ce qui permet à nous tous, en réalité, de savoir de quel côté de l'histoire nous nous trouvons. L'histoire nous donnera raison, mais en attendant, la justice internationale le proclame haut et fort. Et justement, la Cour internationale de justice peut-elle encore, selon vous, changer le cours de l'histoire? Est-ce que la justice n'a jamais changé le cours de l'histoire? Elle seule, je ne le pense pas. Est-ce qu'elle est un élément central d'une amélioration de nos sociétés? Ça, j'en suis persuadé, notamment le droit international. C'est un peu le message, à mon avis, qu'il faut garder, c'est que les acquis de 1945 se sont construits sur les cendres de l'humanité. Et si aujourd'hui, on balaye tous ces acquis, la Convention sur la prévention et la répression du génocide, les conventions de Genève, la création de la justice pénale internationale à Nuremberg, puis au Rwanda, en ex-Yougoslavie, et maintenant à La Haye avec la Cour pénale internationale, si on rejette tout ça d'un revers de la main, eh bien en réalité, l'alternative, c'est le chaos et la guerre et la violence. Et c'est cela que tout le monde doit comprendre. C'est que, on dit dans Hunger Games, fire is catching. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on oppresse, lorsqu'on nie le droit international, eh bien, plus personne n'est à l'abri. Et demain, ceux qui se croient aujourd'hui en sécurité, eh bien, sentiront le souffle du feu aussi approcher très proche de leur résidence et de leur visage. On a pu justement interviewer l'ambassadeur palestinien pour l'ONU, Riyad Mansour, le 28 avril dernier, à la fin des audiences à la Cour internationale de justice. On écoute. La question légale qui a été posée à la Cour est « Quelles obligations légales a Israël pour faciliter et maintenir la présence de l'ONU et des autres organisations internationales dans le support de l'assistance humanitaire pour le peuple palestinien ?» mais aussi dans le soutien au développement, à l'autodétermination. Cette affaire est extrêmement importante dans ce contexte d'occupation des territoires en Palestine, d'autant qu'elle donne l'opportunité à la CIJ de rappeler ce qu'Israël est légalement obligé de faire. En particulier, assurer que la population palestinienne est capable de survivre, dans la bande de Gaza mais pas exclusivement, face à ce que la CIJ désigne comme un vrai risque de génocide. Riyad Mansour a répondu à nos questions sur l'importance de dire le mot génocide, sur ce que vivent les Palestiniens, mais également sur l'importance de ces audiences aujourd'hui à La Haye. We live genocide. We say it is genocide. Nous vivons un génocide. Nous disons, c'est un génocide. La CIJ a dit 3 fois à Israël, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, pour qu'elle puisse procéder à l'examen de la situation. Nous acceptons cette procédure, mais pas Israël, qui continue ses agissements. Et elle ne permet pas à la CIJ de délibérer sur la situation. Quelles que soient les conclusions de la CIJ, nous les accepterons. Mais en attendant,
Arrêtez de tuer le peuple palestinien. Arrêtez d'affamer le peuple palestinien. Autorisez-le à vivre. Autorisez-nous à avoir des maisons temporaires pour que l'on puisse reconstruire notre pays, pour reconstruire Gaza, reconstruire nos vies, et que nos enfants puissent vivre là où ils sont nés. Stop starving the Palestinian people, and we will be as patient as... Et nous attendrons le temps qu'il faudra pour connaître la décision de la CIJ. C'est la plus haute juridiction du monde. Et quand elle décidera, nous accepterons ses conclusions. Nous, le peuple palestinien, nous sommes victimes d'un génocide. But we live genocide. We are victims of genocide. Alors quand l'avocat pénaliste Ardim Seis et l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour parlent de génocide devant les juges, quels sont en droit les éléments justement concrets qui pourraient permettre à la Cour internationale de justice de retenir ou au contraire d'écarter cette qualification dans le cas palestinien ? Alors d'abord dire que le standard de preuve est extrêmement élevé, a fortiori devant la Cour internationale de justice qui juge de la responsabilité étatique. Et donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un État soit condamné pour violation, ou en tout cas pour génocide en tant qu'État. Simplement, le dossier de l'Afrique du Sud était déjà extrêmement solide. On l'a rappelé, il y avait les discours, mais surtout l'ensemble des actes, dont la privation d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité, ne peut pas s'expliquer d'une autre manière que par cette intention génocidaire. Mais c'est surtout, à mon avis, le caractère continu, malgré les alertes, y compris de la Cour internationale de justice, qui est l'élément le plus probant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un cessez-le-feu et que le génocide s'est arrêté. Mais comme l'a très bien dit Amnesty International et B'Tselem dans son dernier rapport, en réalité, aujourd'hui, vous le voyez, des gens meurent de froid encore à Gaza, meurent de faim. L'espérance de vie a chuté de plus de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les conséquences des actes qui ont eu lieu au cours de ces 2 dernières années et qui ont encore lieu aujourd'hui, eh bien, perdureront sur des années, voire des décennies. Sans parler, bien sûr, du traumatisme qui sera pour des générations et des générations. Et donc, voilà aujourd'hui tous les éléments qui, selon moi, feront dire à la Cour internationale de justice qu'effectivement, il y a une responsabilité de l'État israélien, pas du gouvernement israélien, dans le génocide. Et c'est la raison pour laquelle aussi je pense que la Cour pénale internationale pourrait amender les charges à l'encontre, notamment de Benyamin Netanyahou, qui est toujours au pouvoir, pour y inclure le crime de génocide. On n'en était pas loin du tout, déjà dans les actes qui ont été confirmés par la Chambre préliminaire, puisqu'on parle de persécution comme crime contre l'humanité, ce qui inclut une intention de persécuter une population en raison de son ethnie, de sa religion et de sa race. Je pense que le pas pourrait être franchi. Il y a des problèmes à la Cour pénale internationale, notamment la vacance de poste du procureur, mais il me semble que ce serait quelque chose qui est largement envisageable pour les mois ou les années à venir. Et pour conclure, une dernière question, et si justement l'inaction d'aujourd'hui devenait la jurisprudence de demain ? C'est un peu le monde que je vous décrivais, c'est-à-dire un monde de chaos, de guerre, d'armement, et c'est en réalité déjà ce qu'on voit sur nos écrans. On peut parler du Venezuela avec les attaques de Trump contre le Venezuela, mais demain la Chine à Taïwan, la Russie dans d'autres pays limitrophes, et en réalité l'ensemble du monde deviendra une poudrière, et comme je le disais, eh bien, dans un monde sans droit, eh bien, en réalité nous serons tous des victimes. Merci beaucoup Yohann Soufi, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir en allant sur campagne.lemediatv.fr. À très vite et belle fin de journée sur Le Média.